Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au webinaire. C'est le webinaire qui est organisé dans le cadre de Ecomiasto. C'est un projet, un programme qui montre comment, qu'est-ce qu'il y a comme aspect intéressant, important dans le développement urbain. Moi, je suis directrice du centre UNEP Grid à Varsovie et aujourd'hui, je mène la discussion avec Noémie Piaskowski, qui représente l'ambassade de France en Pologne, qui va se présenter elle-même. Et moi, je voudrais dire encore 2 mots sur le projet. C'est un projet qui est réalisé conjointement. C'est une initiative de l'ambassade de France et depuis 10 ans, ce projet est organisé. En 2013, l'ambassade de France a lancé ce projet pour promouvoir le développement et également pour montrer également tout ce qu'on peut bénéficier des bénéfices de la coopération entre les villes françaises et polonaises. C'est pourquoi, depuis 10 ans, nos programmes s'appuient sur la présentation des villes françaises et montrer également leurs résultats aux villes polonaises. Également, on pourra changer les expériences. Le projet Ecomiasto, il y a 3 piliers intéressants. D'un côté, vous avez c'est le concours qui est destiné aux villes polonaises, aux communes polonaises, qui est organisé chaque année. Donc, chaque année, nous invitons les villes polonaises à se joindre à ce concours pour promouvoir le développement durable. L'édition de cette année a été terminée le 30 juin. Les lauréats seront désignés le 10 octobre dans le cadre d'une conférence Ecomiasto, une conférence annuelle et qui est également organisée à l'occasion du 10e anniversaire de cette initiative. Également, dans le cadre de ce projet, nous organisons les webinaires et les ateliers. Avant la pandémie, c'était vraiment les ateliers organisés directement dans différentes villes en coopération avec les villes françaises. Et en ce moment, nous utilisons plutôt les formes en ligne, les webinaires, ateliers en ligne, parce que comme ça, nous pouvons nous adresser à un plus large public. Et aujourd'hui, le sujet est très intéressant, c'est le foresight, la prospective urbaine qui est très important. Donc, je demande à mon ami de prendre la parole. Un grand merci Maria pour ces propos introductifs. Je vais donc me présenter. Noémie Piaskowski, je suis conseillère développement durable à l'ambassade de France en Pologne et donc nous copilotons ce projet Ecomiasto depuis 10 ans avec notre partenaire UNEP-GRID. Donc comme thématique pour cet atelier, nous avons choisi de nous pencher sur la prospective urbaine et ses usages pour intégrer les grands enjeux sociétaux dans nos stratégies territoriales et urbaines. Les villes et les zones métropolitaines sont des pôles de croissance économique qui contribuent à près de 60% du produit intérieur brut mondial. Cependant, elles représentent aussi près de 70% des émissions de carbone dans le monde et plus de 60% des ressources utilisées. Elles sont confrontées à la nécessité de se réinventer pour faire face aux enjeux sociétaux qui ont été engendrés par leur expansion rapide, mais aussi pour intégrer davantage, mais surtout pleinement, les enjeux environnementaux et climatiques. D'ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale vient de publier son rapport 2022 sur l'état du climat en Europe. On y apprend que l'Europe se réchauffe 2 fois plus que la moyenne mondiale depuis les années 1980 et plus vite que le reste du monde. En 2022, la température européenne moyenne a été supérieure d'environ 2,3 degrés Celsius à la température pré-industrielle et l'Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré. En France, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a annoncé en février de cette année que les réflexions pour notre pays doivent désormais intégrer une augmentation de 4 degrés pour disposer de stratégies d'adaptation et de mitigation adéquates. Car 4 degrés, ça signifierait 5 fois plus de sécheresse et des jours de canicule beaucoup plus intenses. C'est aussi 1,20 m d'augmentation de montée des eaux dans la deuxième moitié du siècle. Alors,
pour intégrer ces problématiques dans la stratégie territoriale et que ces scénarios les plus dramatiques ne se produisent, nous proposons de nous concentrer lors de cet atelier à l'usage pouvant être fait de la prospective et des prévisions long terme en s'appuyant sur des exemples de pratiques portés en France et en Pologne. Les interlocuteurs qui nous font l'honneur d'intervenir ce jour sont Michał Stokowski, qui est doctorant à l'Université de Varsovie auprès de l'Institut du développement des villes et des régions. Aurore Sorin, chargée de mission observation et prospective au sein de l'Agence Hauts-de-France 2020-2040 de la région Hauts-de-France. Elle est accompagnée de Stéphane Imbert, responsable du service observation et prospective. J'ai aussi l'honneur d'accueillir ici Krzysztof Koman, qui est conseiller auprès de l'Association des villes polonaises ZMP. Jérôme Sauvant participera également. Il est adjoint au chef de bureau des stratégies territoriales à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère français de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et enfin, participera également Michał Kauka, représentant du cercle scientifique des étudiants de la faculté de géographie et de planification régionale de l'Université de Varsovie, Koło ad Futurum. Sans plus tarder, je souhaite donner la parole et m'adresser à Monsieur Stokowski, que je souhaiterais interroger sur la prospective territoriale. Pourquoi et comment l'utiliser? Michał, la parole est à vous. Dziękuję serdecznie. Merci beaucoup. Donc, je commence le partage de ma présentation. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Je m'appelle Michał Stokowski, je suis le représentant de l'Institut de développement des villes et des régions. En plus, je suis aussi un doctorant de l'Université de Varsovie. Le sujet de provision est très proche pour moi, étant donné que je participe à un très grand projet de prospective. Et c'est aussi un sujet de mon doctorat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu plus sur la provision territoriale, pourquoi et comment on l'utilisait. Donc, je voudrais commencer par la partie théorique, en commençant par ce que c'est prospective, puis vous donner quelques exemples, en particulier un exemple qui, depuis 2 ans, j'observe, auquel je participe dans la réalisation. Je pense que ma définition favorite, la définition la plus facile, c'est comment et pourquoi l'avenir peut être différent que le temps contemporain. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel de provision parce que toute la provision concerne l'exploration de certaines choses. Je pense que nous pouvons dire que la provision, sont des considérations intentionnelles et structurées qui constituent un élément de gestion et de planification stratégique. Donc, c'est un processus qui mène à comprendre les forces qui façonnent le futur lointain. Et ici, je voudrais éclaircir un peu ce point parce qu'il me semble que c'est très important d'indiquer que la provision a des tâches très concrètes. Donc, c'est-à-dire que le processus de provision, nous les réalisons pour avoir des informations sur ce que peut changer dans l'avenir pour mieux ajuster, par exemple, notre organisation. Quand nous parlons de la provision urbaine, donc l'organisation de notre ville pour le futur, pour ce qui avec toute probabilité peut arriver, pour considérer des différentes options dans le futur. D'où aussi cette intentionnalité, la provision n'est pas faite juste pour être là, mais la provision a vraiment des tâches très spécifiées parce que
pour que la provision doit être un processus de fond, il faut utiliser des méthodes très concrètes, aussi des approches très concrètes, dont je veux parler dans quelques instants. Cependant, la prospective aussi se base sur une hypothèse qu'il y a plusieurs futurs. Donc, ce n'est pas juste pour prévoir un seul futur, c'est parce que c'est pas très à fond. Nous ne pouvons pas prévoir le futur parce que chaque action que nous faisons façonne une démarche différente. Donc, nous nous focalisons sur, pour montrer les possibilités, pour montrer ce qui est probable, mais pas pour vraiment prévoir un futur concret. En plus, la prospective se base sur les savoirs d'experts plutôt que la prévision statistique. Dans la littérature, vous pouvez retrouver par exemple les informations qu'un des facteurs qui influence le développement du prospectif, c'est l'utilisation de prévisions statistiques à long terme, donc quelques dizaines d'années. Donc, un classique de la littérature sur la provision, donc Godet, sur son article The Art of Scenarios and Strategic Planning, fait référence à quelques questions qui, d'un côté, permettent de lier la provision avec l'approche stratégique et de l'autre côté, de montrer quelle est la différence entre ces deux choses. En outre, quand nous parlons de la provision, nous répondons à la question ce qui peut arriver. Alors, nous parlons de l'avenir dans les contextes des versions probables et possibles, de l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui pour voir ce qui peut arriver demain. Au moment où nous répondons à la question qu'est-ce que nous pouvons faire, nous allons vers la démarche stratégique et quand nous répondons aux questions ce qu'on va effectivement faire et comment on va le faire, nous allons vers la stratégie. Et ici, Godet montre comment la provision est liée à la stratégie et pourquoi c'est si important d'avoir la provision. Le sujet de la provision peut être presque, à vrai dire, tout ce que nous pouvons analyser, mais la prospective sort de la provision technologique. Donc, les technologies sont une zone naturelle de la provision, mais nous pouvons aussi parler de la provision d'industrie. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la prospective urbaine. Donc, un des groupes de la provision territoriale, parce que la provision territoriale, c'est une approche qui comprenne les sujets, c'est un territoire, ça peut être une ville, mais il y a aussi des choses, il y a aussi des expressions qui sont très bien précises. Par exemple, comme provision régionale climatique. À un certain moment, il y avait un programme de provision nationale. Donc, tout cela qui fait référence à un territoire spécifié et la zone spécifiée pour mieux gérer ces territoires. Donc, à titre d'exemple, c'est par exemple Wrocław 2050. Les exemples de provision urbaine, si on peut parler par exemple à Paris. À Paris, j'ai eu la possibilité de mener mes recherches concernant comment la provision a été utilisée pour créer le plan d'action de Paris de l'année 2015 ou 2016 où la ville de Paris a décidé d'abord commander une analyse chez un studio de provision pour répondre à la question comment nous pouvons répondre aux enjeux climatiques, quels sont les chemins, quelles sont les trajectoires qui peuvent être entreprendre par la ville. Et ce qui est surtout important,
c'est que dans ces studios de provision où l'analyse a été commandée, aussi des questions sociales ont été analysées parce que, à mon avis, la provision ne peut pas être juste un fragment et parler juste sur une seule chose. Il nous faut une perspective complète. Dans cette analyse, les questions sociales ont été abordées et c'est un élément qui est très essentiel pour la politique climatique parce que dans cette analyse, il y avait la question de neutralité de carbone a été abordée, qui est important pour dire comment la société des Paris change et comment certaines choses sont remplacées par d'autres et comment nous pouvons adresser les groupes, quelles sont les approches dans les groupes et quelle est l'approche vers la politique climatique et comment nous pouvons aborder ces sujets et comment nous pouvons en profiter. Il me semble que c'est un matériel de base très, très bon. Comment on peut utiliser la provision pour qu'elle soit utilisable pour notre politique urbaine. Donc maintenant, je veux passer quelques minutes pour parler d'un processus auquel je participe, c'est-à-dire le concept de développement du pays à 2050. Ce concept fait partie d'un programme qui est financé au sein de consortiums. Et nous, en tant que l'Institut de développement des villes et des régions, nous coopérons avec le ministère du Développement et de la politique régionale et de l'environnement et nous menons une recherche pour, à la fin, créer une conception de développement des pays à l'horizon de 2050. Donc, c'est un document des visions qui doit être un indicateur des directions pour le développement de la gestion de la Pologne. Donc, son rôle est de montrer à toutes les échelles de l'administration quelles sont les tendances nous avons à l'échelle globale et aussi à l'échelle nationale et quels sont les majeurs enjeux maintenant. C'est aussi important parce que dans l'administration qui est très Czasem jest w stanie umykać nam ten szerszy obraz. divisée en ce qui concerne l'image. Donc, ce type de document est jugé comme important et il a été inscrit dans la loi sur la gestion de la politique. Dans la loi elle-même, il n'y a pas beaucoup d'informations comment on doit se présenter. Il y a des informations que ça doit contenir, des informations sur des tendances nationales et globales, des scénarios de développement de la Pologne et aussi des enjeux de développement de la Pologne. Mais pour aller jusqu'à ces tendances, jusqu'à ces scénarios, pour les faire à fond, il nous faut beaucoup de travail. Ce travail que nous faisons depuis 2 ans, il est partagé sur ces trois ans, donc les tendances, les scénarios et les enjeux. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait beaucoup d'analyses en ce qui concerne des tendances, par exemple l'analyse de la littérature, alors des analyses très complexes. Les analyses statistiques, nous avons fait des débats des experts et aussi audience publique. Nous avons fait une enquête de DELF dirigée aux experts de tous les pays. Une enquête de DELF, c'est une méthode qui, en particulier, est reconnue dans les domaines de la provision. En plus, nous avons aussi mené des entretiens ciblés, les ateliers pour les collectivités locales, des travaux de groupes des experts concernant l'aménagement, une recherche Citizen Science. Aussi, nous avons mené une série des ateliers avec des experts externes de l'administration publique, aussi de secteur tiers, donc c'est-à-dire du monde des affaires. Nous avons essayé vraiment d'inclure toutes les parties prenantes. Aussi, nous avons mené des ateliers avec le jeune.
notre objectif était que tout le processus était vraiment mené basé sur les fonds. Et nous avons inclus beaucoup d'experts, aussi des parties prenantes des différents domaines, des différents secteurs. Alors, finalement, récemment, nous avons travaillé d'une manière très intensivement pour avoir des résultats. Maintenant, nous avons 4 résultats, donc des rapports sur des tendances nationales et internationales concernant des tendances socio-économiques aussi environnementaux. Ces rapports sont disponibles sur le site carca2050.pl. En tant que publication, nous avons fait aussi un livre blanc concernant les enjeux de développement de Pologne, des scénarios de développement de la Pologne à l'horizon de 2050. L'élément final, ça sera un projet des concepts de développement des pays avec les ministères. Donc, personnellement, je ne peux pas répondre quand ces concepts vont apparaître, mais je vous invite à regarder nos publications. Donc, pour conclure, je peux dire que si ces concepts est une sorte montre l'orientation pour des parties qui prennent la décision pour montrer comment voir la situation globale. Alors, la provision, ce sont vraiment les objectifs de la provision, de voir le futur pour planifier la gestion et la planification. Ceci est très important dans la discussion sur la provision. Ça ne doit pas être un processus juste pour être un processus. Cela se base sur l'utilisation des savoirs des experts, aussi d'inclusion des différentes parties prenantes, comme je l'ai déjà présenté, en ce qui concerne les travaux sur les concepts de développement des pays. Donc, il nous faut des différentes perspectives, des perspectives diversifiées pour ne pas oublier des parties prenantes qui sont très importantes en ce qui concerne le développement de notre ville, par exemple, ou de notre région. Et si nous parlons de la provision urbaine, ce qui est très important pour moi, c'est que les villes et les régions, ce sont des acteurs, mais ce sont aussi le lieu où certaines choses se passent. Donc, elles doivent prendre en compte des différentes visions et versions de futur des événements. Et elles doivent, à mon avis, sortir de ce diagnostic de ce qui est maintenant, aussi de considérer comment certaines conditions peuvent changer pour ne pas rester en arrière, et pour ne pas se retrouver dans une situation de crise, et pour bien fonctionner, et pour réussir. Et pourquoi je pense que la prospective est un élément très utile en ce qui concerne la gestion de la politique de développement des villes. Merci beaucoup. Un grand merci, Michał, pour ta présentation très claire sur les éléments de cadrage et ainsi que la présentation des réflexions portées actuellement par l'Institut de développement des villes et des régions. On attend tous avec impatience la publication des travaux et des conclusions, du coup, des travaux qui sont en cours. Moi, la première. Désormais, je souhaite... merci beaucoup. Je souhaite me tourner vers la France et plus particulièrement vers la région Hauts-de-France. Je souhaite donner la parole à Aurore Sorin qui représente ici l'agence Hauts-de-France 2020-2040 et qui pourra nous exposer du coup quel usage on fait dans les territoires et en particulier dans la région Hauts-de-France de la prospective pour définir des stratégies territoriales durables. Aurore Sorin, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais aussi partager mon écran. Donc, moi, je suis chargée de mission à la région Hauts-de-France et je suis en charge d'un
un projet prospectif sur l'avenir des centres-villes. Donc d'abord, je vais peut-être situer un petit peu la région. Donc on est cette zone jaune, on est là vraiment la région la plus au nord de la France. Et on est une région avec un certain nombre de caractéristiques socio-économiques qu'on retrouve du coup dans nos analyses prospectives et dans nos enjeux prospectifs. Donc on est une région, la troisième en taille de par sa population pour la France avec 6 millions d'habitants, une région très jeune avec un taux de natalité élevé, mais un déficit migratoire important. C'est une région qui n'est pas attractive pour la population. Et on a des difficultés économiques importantes par rapport au reste de la France, avec un taux de pauvreté élevé, un taux de chômage élevé et un taux de diplôme plus faible que les autres régions françaises. Ce qui fait de nous en fait une région en transition au sens de l'Union européenne. On a aussi un important secteur industriel, un important secteur agricole. Et c'est aussi la région de France qui est la plus exposée, enfin de France métropolitaine, la plus exposée au changement climatique. On observe déjà en région des températures qui ont augmenté de plus de 2 degrés depuis les années 50. Et on a du coup beaucoup d'enjeux là-dessus. Le réchauffement climatique est plus rapide et plus fort dans la région que dans d'autres territoires français. Du fait de ces caractéristiques, on est sur une région qui a de longue date en fait une tradition de prospective, mais cette politique prospective a été revue en fait il y a quelques années au moment de la création de l'agence Hauts-de-France 2020-2040. Donc l'agence, c'est bien une direction du Conseil régional, mais on a été vraiment créé pour imaginer et construire une région attractive à l'horizon 2040 via divers outils, dont la prospective. Et notre politique prospective, en fait, s'appuie sur ce qu'on appelle, nous, le collège de prospective, ce qui est vraiment un cadre qui vient de l'idée très forte qu'on a que l'avenir d'un territoire n'est pas tracé par avance, qu'il dépend de choix notamment politiques. Et donc, on a souhaité créer cet espace pour favoriser la réflexion et le dialogue au service des politiques régionales. Donc, l'idée vraiment d'anticiper pour construire le futur. Les 2 premiers chantiers prospectifs qui ont été lancés par la région dans ce nouveau cadre, c'était d'une part un chantier sur l'industrie, et puis d'autre part, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, un chantier sur les centres-villes. Donc, pourquoi les centres-villes? On était sur un contexte de fragilisation des centres-villes, à la fois en France, mais particulièrement en Hauts-de-France, qui se traduit notamment par un taux de vacances commerciales élevé, aussi un taux de vacances de logement, des difficultés importantes. Ces difficultés nationales, régionales ont donné lieu au lancement de plusieurs dispositifs de soutien, à la fois au niveau national et au niveau régional. Donc, on a un appel à projets qui finance des projets dans les centres-villes pour les redynamiser en région Hauts-de-France. Et ces dispositifs relèvent de choix politiques forts qui, à la fois le maintien des centres-villes, on est attaché à maintenir les centres-villes patrimoniaux, historiques, commerciaux en région Hauts-de-France. Et c'est ce qui a amené à lancer ce chantier prospectif sur l'avenir des centres-villes. Donc, on est sur une démarche qui a été très participative, malgré les difficultés rencontrées par le Covid. On a mobilisé des acteurs de l'ensemble de la région dans différentes sphères, à la fois la sphère administrative, de nos partenaires institutionnels, la sphère de la recherche, la société civile, etc. Et ce qui était important à nos yeux, c'est que le commerce était un symptôme des centres-villes qui n'allait pas bien, mais ce n'était pas le seul sujet. Et donc, on a un croisement des thématiques. On a abordé de nombreuses dimensions dans le cadre de ce chantier prospectif. Là, vous voyez un peu le système de variables qui a été construit dans ce chantier. Donc, il y a différents facteurs, notamment donc, le changement climatique, les mobilités, etc.
Donc, on a été amené du coup à réaliser des scénarios pour interpeller les gens, pour les amener à réfléchir. Donc là, en l'occurrence, celui sur la rupture climatique, pour voir aussi que même si la situation n'est pas forcément très favorable, et pas pour autant, le déterminisme n'existe pas, on peut quand même envisager un avenir pour ces centres-villes. Et surtout, après cette brève présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer comment on utilisait en fait ces travaux qui ont été menés pendant 2 ans à la région, d'un point de vue très opérationnel. Donc, bon, d'abord, on a tout un ensemble de travail de vulgarisation et de sensibilisation à travers la région. Donc, on a beaucoup publié sur les différents analyses qui ont été réalisées dans le chantier. Et puis, on valorise aussi en diffusant le plus largement possible via des lettres d'information où on a à peu près 250 abonnés répartis sur l'ensemble du territoire, donc principalement des gens qui travaillent sur les questions urbaines. On fait des webinaires aussi pour creuser certains aspects. Et puis aussi, parce que c'est important pour nous, on fait des ateliers avec les jeunes, à la fois pour identifier un peu quelles sont leurs problématiques et quelles sont leurs attentes, puisque ce seront eux les clients, les consommateurs, les promeneurs de demain dans les centres-villes, et aussi pour les sensibiliser à certains enjeux qui sont très forts actuellement, à commencer par le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment la communication la plus large possible. Et puis après, on a une autre dimension importante pour nous, c'est l'appui à la stratégie. Donc d'une part, on appuie la stratégie régionale dans l'élaboration des dispositifs qui sont élaborés par la région pour soutenir les centres-villes. Et puis, on travaille aussi plus en local dans ce qu'on appelle les résidences. Et c'est là-dessus que je voulais me concentrer un peu plus ce matin. Donc, les résidences viennent d'un constat, c'est que quand on a fait notre appel à projet pour financer des projets en centre-ville, et ben, dans certaines communes de la région, on manquait d'ingénierie. On avait besoin d'un regard extérieur. Il y avait une difficulté à identifier un projet pour le centre-ville, pour mettre en valeur les atouts du territoire, etc. Et donc, la résidence, c'est une réponse à cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on emmène une équipe pendant plusieurs jours dans la commune en question. On mobilise également, bien sûr, des gens sur place, les élus, les techniciens de la commune, des chercheurs, associations, les habitants ou usagers du territoire. Et puis, pendant 3 jours, on fait des ateliers sur la commune. Alors, ces ateliers ont été préparés en amont par un travail préalable, notamment de concertation ou d'analyse. Mais là, pendant 2 jours, 3 jours, on a un travail de fond avec des ateliers, par exemple, de mobilité, des ateliers sur le cadre de vie, des ateliers sur le commerce, qui donnent lieu à la fin des 2 jours d'atelier à une restitution devant les élus de la commune et puis ensuite l'élaboration d'un projet qu'ils peuvent utiliser derrière pour élaborer leur vision de centre-ville et leur demande de financement. Donc 5 communes ont été accompagnées depuis le lancement de ce projet, et on est sur plutôt des petites communes, des communes de 4 000 à moins de 15 000 habitants, avec des profils assez variés. On a des communes qui sont plus sur un profil industriel, d'autres plus agricoles, des communes plutôt en difficulté, ou alors des communes qui avaient des problématiques de télétravail d'habitants qui venaient vivre dans ces communes mais qui travaillent sur Paris. Et la prospective dans ces résidences est vraiment un outil qui nous a paru indispensable en fait pour démarrer ces résidences, pour aider les participants à se projeter et à prendre conscience des enjeux. Donc en fait, on démarre les résidences par un atelier prospectif qui est en 2 parties. Donc d'une part, en fait, une présentation des grandes tendances prospectives ciblées par rapport aux enjeux de la ville, puisque toutes les villes n'ont pas les mêmes situations, les mêmes caractéristiques, mais on retient quand même à chaque fois les principales tendances qui sont des incontournables pour nous: la démographie, le changement climatique, le commerce et les mobilités.
Et puis, les défis qui se posent sur les centres-villes, d'attirer les résidents, de faire venir les usagers, d'impliquer aussi les habitants, de gérer les mobilités. Donc, il y a cette présentation un peu en séance plénière de ces différents enjeux prospectifs. Et puis derrière, on entre dans un atelier carte postale en fait, qui permettent aux participants d'échanger sur des micro-scénarios qui sont construits spécifiquement pour la ville. Donc, on a derrière 5, 6, 7 tables, ça dépend du nombre de personnes qui sont présentes. Chaque table dispose de 5-6 personnes et d'un animateur et a un sujet. Ça va être par exemple, on a un sujet par exemple qui revient fréquemment, c'est que les enfants ont du mal à circuler, à occuper la ville. Ils restent plutôt en intérieur, chez eux, et il manque aussi d'activité physique. Donc par exemple, on va leur faire un scénario sur comment redonner la place dans la ville aux enfants. Et donc pendant 1 heure et demie, les participants doivent décrire leur commune en 2040 sous le prisme de ce scénario. Et en fait, c'est un atelier qui permet vraiment d'apporter du recul, de la perspective pour les ateliers qui suivent, où on va rentrer davantage dans des dimensions plus opérationnelles, plus techniques. Ça permet aussi de faciliter le partage de connaissances et d'idées, d'appréhender les changements à venir, puisqu'on sensibilise là, dans ces ateliers, vraiment aux enjeux qui se posent sur les centres-villes et finalement le milieu urbain au sens large à l'horizon 2040. Et puis, ça permet aussi aux personnes d'entrer en douceur dans ces ateliers qui peuvent être très techniques, de faire un premier temps de travail dans un cadre plus ludique, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, on se retrouve avec à la fin de l'atelier des cartes postales, des vraies cartes postales qui sont lues à l'ensemble des participants et exposées. J'ai mis un exemple, mais pas le lire parce que en plus c'est en français. Mais vraiment qui permettent aux participants de travailler sur des enjeux transversaux à leur commune. C'est des ateliers qui fonctionnent très bien au point qu'on a eu des communes, par exemple Ternier, où il y avait une vraie difficulté à développer une vision pour la ville, où le premier adjoint au maire nous a dit après que vraiment ils allaient travailler sur une vision pour Ternier à l'horizon 2040, réunir l'ensemble des élus de la commune pour développer une vision prospective et développer en dessous par la suite la stratégie de la commune. C'est une autre façon aussi dont la prospective est amenée dans le cadre de ces résidences, c'est donc par des ateliers jeunes où on travaille sur, par exemple, le centre-ville idéal pour des lycéens et des habitants de la commune en question, où vraiment ça nous permet d'identifier les enjeux pour ce public-là qui n'est pas le public qu'on arrive à toucher en priorité dans le cadre d'une démarche administrative. Voilà, j'ai terminé. On a un tout petit peu de publications en anglais si jamais ça intéresse des participants, et sinon principalement en français. N'hésitez pas à le faire remonter aux organisateurs et on pourra vous faire suivre les documents si ça vous intéresse. Un énorme merci, Aurore Sorin, pour cette présentation opérationnelle et vraiment proche du terrain de la façon dont on travaille dans les territoires, en utilisant finalement la prospective pour remobiliser la population et surtout utiliser leur expertise d'usager, qui est ici aussi un point central, je pense qu'on va évoquer durant toute cette séquence dédiée à la prospective. Je resignale pour ceux qui souhaiteraient poser des questions, de les indiquer soit dans le chat, soit dans le question-réponse, et nous ferons une réponse groupée à la fin de la séquence. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions directement par écrit pour qu'on puisse les intégrer. Après cette magnifique illustration des travaux réalisés dans les Hauts-de-France, dont je rappelle que beaucoup d'indicateurs étaient dans le rouge, mais qui est pour autant la plus chaleureuse de France.
Je me réoriente désormais vers la Pologne et plus particulièrement vers Krzysztof Koman, qui est conseiller auprès de l'Association des villes polonaises et que j'aurais souhaité interroger sur l'état des réflexions au sein des villes polonaises et connaître davantage sur l'usage qui est fait ou qui pourrait être fait au sein des collectivités. Comment l'association voit cela et l'accompagne. Krzysztof Koman, je vous laisse la parole. Dzień dobry Państwu. Bonjour, raz mesdames et messieurs, encore une fois. Bien sûr, toute cette méthode que vous avez mentionnée, les exemples nationales polonaises et françaises sont utilisés aussi dans des villes polonaises et des communes polonaises pendant des travaux stratégiques. Des collectivités locales polonaises essayent de préparer des documents pluriannuels liés aux besoins des habitants, aussi liés aux enjeux de l'avenir. Voyez que dans la loi polonaise, quand nous parlons des questions facultatives, il y a beaucoup de documents qui font référence à rédiger des tendances, aussi la planification de développement des collectivités et des villes, prenant en compte certaines hypothèses de choses qui peuvent arriver dans le futur. Nous parlons non seulement des stratégies de développement, parce que ce sont des questions très fondamentales, mais si nous parlons des travaux de planification liés par exemple avec l'aménagement, avec les plans d'aménagement locaux, avec des plans d'adaptation au changement climatique, ou le développement des villes se basant sur le concept de Smart City, dans les documents stratégiques des différentes collectivités locales ou certaines villes, par exemple, comme CoObject, il y a une stratégie séparée des Smart Cities. Nous voyons que les villes essayent d'utiliser plusieurs technologies et les outils fonctionnels pour établir leur futur. Donc, quelques dizaines d'années, le plus fréquemment des documents stratégiques ont un caractère de 10 à 15 ans. Donc, ce n'est pas vraiment l'avenir lointain, mais la préparation aujourd'hui de ces documents est liée non seulement avec l'analyse des données historiques et statistiques, mais c'est lié aussi avec la participation étroite de la société civile. Nous, en tant que l'Association des villes polonaises, nous coopérons avec plusieurs villes au sein des programmes que nous réalisons. Par exemple, le projet de développement local qui est réalisé en coopération avec la Norvège est cofinancé avec des fonds norvégiens en préparant pour des villes des stratégies de développement, soit pour des partenariats de collectivités. Nous essayons ensemble avec collectivités établir des parties prenantes clés. Donc, ça peut être des groupes sociaux qui ont une importance particulière pour le fonctionnement de la ville, par exemple démographique, fonctionnel aussi au niveau de l'environnement, mais ce sont aussi des personnes qui sont engagées, les entrepreneurs. Ce sont des environnements diversifiés que nous invitons à nous joindre pendant l'analyse de quelle est la situation maintenant d'une ville, d'une zone, et comment elle a changé dans le passé et comment peut se présenter le futur dans 10 ou 15 ans. Et à cause de ça, quelle action nous devons entreprendre et comment nous devons planifier notre travail pour d'un côté diminuer des déficits fonctionnels qui sont un élément de fonctionnement d'une collectivité, aussi profiter de leur participation. Donc, ça, c'est la provision en pratique qui, aujourd'hui, qui n'est pas réservée seulement pour des documents à l'échelle gouvernementale ou régionale, mais aussi utilisés dans les travaux d'aménagement dans des villes, plus petites villages, aussi des communautés locales. Pas sans importance
dans le développement et dans la mise en œuvre de ce type de pensée, la planification des documents pluriannuels et la coopération entre les communautés locales. Et cette coopération se base sur quelques fonds. Donc, c'est le cercle de coopération entre les autorités locales, mais il y a aussi la coopération au niveau des powiats ou des communes. Leurs objectifs, c'est la promotion des bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne la direction ou l'orientation de développement, aussi à enseigner aux collectivités locales comment il faut aborder le sujet de la planification. Un autre sujet qui est un sujet clé et qui, dans ces dernières années, vraiment a pris de force en ce qui concerne les travaux sur la création de nouveaux documents de planification. Donc, ce changement des pensées que c'est la coopération étroite entre des collectivités locales. Nous observons que des villes, même les agglomérations des villes régionales et puis aussi des villages, de plus en plus invitent à ce processus de création de documents de développement aussi de communes qui sont à côté des régions qui sont aux alentours de cette ville pour que les solutions qui sont préparées ont rempli ces tâches à un niveau le plus élevé pour prendre en compte et puis aussi pour respecter les intérêts de toutes les parties. C'est si important étant donné l'urbanisation en Pologne, le développement de banlieues en Pologne, aussi le besoin de ces zones qui sont en banlieue, le besoin d'avoir des services publics, y compris par exemple le transport public. C'est aussi la question liée à la protection de l'environnement, le changement de sources de chaleur, de changement de structure communale, par exemple lié à la gestion de l'eau ou des eaux usées, a une importance énorme. Et les villes sont bien conscientes qu'elles seules, sans consultation avec les villages qui sont dans leurs alentours, elles ne vont pas arriver à préparer des documents de manière effective. Et ce qui sera écrit dans ces documents ne va pas refléter la réalité. Donc, nous voyons ce changement de l'approche et nous voyons aussi que la qualité de ces documents augmente. C'est à cause de ça que je compte avec mes collègues de l'Association des villes polonaises que des bonnes pratiques que nous préparons dans ces dernières années vont être encore plus importants et encore plus fréquemment utilisées dans des différentes stratégies. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation des grands enjeux et de la façon dont sont abordées aujourd'hui les méthodologies prospectives au sein des collectivités. Ce que vous signalez, et c'est juste, c'est effectivement que la Pologne est en train de vivre des grandes évolutions de son cadre réglementaire, que ce soit en matière de planification, en matière d'énergie-climat, ou une réforme complète de sa planification territoriale, puisque l'ambition, c'est qu'à très court terme, toutes les communes polonaises puissent être couvertes d'un plan d'aménagement. Et donc, il y a aussi une ambition plus élevée du côté du gouvernement polonais qui s'applique finalement sur les territoires, qui doivent aussi prendre en compte tous les enjeux finalement que j'avais identifiés initialement de changement climatique, d'évolution sociétale, de problématiques environnementales dans leurs projets et dans leur stratégie d'aménagement. Vous citiez également à juste titre la problématique de l'étalement urbain, et c'est effectivement un sujet clé dès lors que l'on réfléchit en matière de services publics, de coûts de ces services publics, mais aussi dès lors que l'on se questionne sur les problématiques de changement climatique. Donc, on voit ici que les collectivités polonaises ont
tout comme les autres collectivités françaises et européennes, des grands sujets à traiter et que mobiliser l'expertise multisectorielle et notamment de la population est vraiment très, très utile pour se consolider cette stratégie en se projetant sur des scénarios plus long terme. Je vous invite encore une fois, tout participant qui souhaiterait poser des questions de directement les mettre soit dans le chat, soit dans le questions-réponses afin que nous puissions les collecter pour une diffusion, une réponse collective plus à la fin. J'aurais peut-être souhaité désormais proposer de continuer sur les expériences polonaises et interroger Michał Kauka sur son regard de jeunes Polonais sur les démarches qui sont aujourd'hui engagées en Pologne et peut-être témoigner des expériences menées en matière de prospective à destination des territoires polonais. Est-ce que je peux donner la main à Michał Kauka? Tak, dziękuję bardzo. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je veux partager mon écran avec la présentation sur quelques projets qu'avec le cercle d'étudiants à Adfotorum, nous avons préparé récemment et nous avons réalisé récemment. À titre d'introduction, je m'appelle Michał Kalka, je suis représentant des cercles d'étudiants à Adfotorum. Je peux dire aussi, j'ai fini mes études à la faculté de la géographie et la planification régionale à l'université de Varsovie. Nous avons entendu parler de l'approche méthodique à la provision et comment présenter les méthodes qui sont utilisées dans la provision. Moi, je voudrais citer 2 projets qu'ensemble avec Adfotorum, nous avons réalisé pour montrer d'un côté plus pratique et vous présenter notre approche et notre compréhension de la problématique de la provision et comment ça peut être reflété dans le futur urbain aussi, la planification. Adfotorum, c'est avant tout la coopération, basée avant tout à la coopération. Donc, fréquemment, cette coopération a très fréquemment lieu avec les collectivités locales. Donc, d'abord, je vais citer les ateliers avec la métropole de Varsovie. Ces zones de métropole est en train de créer son stratégie de développement à l'horizon de 2040. Nous avons été demandés par le Bureau de fonds européens et le soutien des actions régionales pour de mener ce type d'atelier pour des différentes collectivités locales, pour les représentants des collectivités locales pendant leur réunion à Varsovie, pendant leurs travaux sur la stratégie, quand nous avons dit la provision fonctionne est basée sur plusieurs aspects. Donc, nous le réalisons par une activation de parties prenantes, par activation des experts pour faire cette approche et cette analyse qualitative en ce qui concerne ce qui peut arriver dans le futur. Alors, nous avons proposé pendant cet atelier une méthode de jeu des scénarios. Les participants ont reçu de nous des cartes avec des scénarios qui peuvent arriver en 2040 à Varsovie pour vérifier leurs réactions concernant des changements et comment ils auraient abordé le sujet de ces changements. Donc, tous ces sujets qui se sont retrouvés pendant le jeu des scénarios, d'abord, nous avons préparé en utilisant les enquêtes, surtout parmi des jeunes,
pour voir comment ils imaginent le futur de Varsovie, aussi des communes qui sont dans les alentours, des régions qui sont alentours de Varsovie, ici, qui s'engagent à la vie de cette zone. Donc, nous avons préparé 17 cartes sur lesquelles nous nous basons pendant les ateliers pour établir la direction des travaux et pour aussi forcer des représentants de ces collectivités locales pour penser d'une manière plus dans une perspective, une pensée abstraite pour les motiver. Il y avait des personnes de différents domaines, différents experts qui ont eu des approches politiques différentes, aussi des approches des vies différentes. Donc, c'était aussi très important pour que ces personnes puissent ensemble décider comment leurs actions aident dans le développement du futur. Ces recherches ont été après utilisées dans des travaux. Ces travaux ne sont pas encore terminés, mais nos ateliers ont vraiment aidé à établir la vision et des scénarios qui vont être inclus dans cette vision. Donc, nous sommes très contents que nous avons pu participer activement et montrer aussi notre approche vers ces sujets. Un autre projet que nous avons préparé, c'est un rapport fait en 2020 concernant des villes de l'avenir vues par les jeunes. On a fait ces projets avec une entreprise française. Notre coopération a commencé il y a un certain temps quand Saint-Gobain a montré un intérêt à réaliser un rapport. Il y a un rapport séparé, les villes polonaises 2050, qui a créé un certain liste des villes polonaises en ce qui concerne le développement durable et la résilience en ce qui concerne le changement climatique. Mais nous étions responsables de la vision vue par les jeunes. Donc, nous avons engagé non seulement nos ressources à nous et non seulement notre connaissance, mais nous avons contacté aussi des différentes personnes qui sont liées à la planification des villes, notamment du cercle étudiant d'architectes de l'École polytechnique de Varsovie et de la Silésie, avec qui nous avons mené des ateliers sur les villes polonaises de futur vues par les jeunes. Ici, nous voyons quelles approches nous avons abordées pour créer ces rapports. Donc, un moment le plus important, c'était la préparation de ces ateliers et l'utilisation de méthodes Word Café qui consiste à donner des cartes où il y a 3 questions différentes qui circulent entre les groupes. Les participants ajoutent des solutions qui sont établies au sein de ces groupes et finalement, on va vers la présentation de conclusions. Donc, l'objectif, ce n'est pas pour forcer un seul groupe de se focaliser sur un seul sujet, mais pour que ce sujet va être abordé par tous les participants de l'atelier. Le premier atelier a été mené avec le cercle d'étudiants écosystème de l'École polytechnique de la Silésie. C'était un atelier très important en ce qui concerne l'aspect technique. W zasadzie mogli wesprzeć nas w tym budowaniu rezyliencji. L'architecture. On donnait la réponse concernant la résilience, l'importance de l'adaptation de la construction dans les villes. Le deuxième atelier a été fait avec le cercle d'étudiants de l'architecture de demain de la Polytechnique de Varsovie qui nous a soutenus aussi du point de vue de la planification, comment les villes doivent être planifiées, comment replanifier de nouveau, si c'est possible.
dans les endroits si urbanisés que la Pologne. Et ici, quelques informations concernant les conclusions de notre rapport. Le rapport complet est disponible sur un site. Si vous voulez lire ces rapports, n'hésitez pas à contacter soit les organisateurs de ce webinaire. Donc, nous pouvons envoyer les liens. Ici, nous nous focalisons non seulement sur le développement durable, mais aussi sur la probabilité des changements qui peuvent arriver, aussi sur l'utilisation de toute la connaissance que les jeunes ont maintenant, aussi leur approche en ce qui concerne les changements qui vont arriver. Donc, d'où ce type de confusion. Donc, le premier rapport a été publié pendant la cérémonie, le gala organisé par Saint-Gobain. Un des participants M. Michał Stokowski a présenté des premières conclusions de notre rapport, notre approche par rapport à ces rapports. Et les organisateurs, aussi les participants, ont pu voir ce que nous avons créé. Un autre exemple, un autre lieu où notre rapport a été publié, c'était pendant le forum urbain à Katowice, juin de l'année dernière. Nous avons eu la possibilité, dans un village de jeunes, donc aux alentours de ces forums mondiaux, nous avons eu la possibilité de mener des ateliers concernant les espaces verts dans les villes, donc en ce qui concerne le développement durable dans les villes, en particulier en Pologne, mais aussi en ce qui concerne l'expérience globale européenne. Nous nous basons, ces ateliers ont été basés aussi sur les conclusions de notre rapport. Nous avons eu la possibilité de confronter nos conclusions pendant le Forum urbain mondial qui a travaillé sur des différentes approches par rapport à ce sujet. Ici, très rapidement, c'est ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Je vous invite aussi à vérifier nos pages sur des médias sociaux où vous pouvez trouver plus d'informations sur des différents projets que nous réalisons, parce que très fréquemment, pas toujours, ça doit être lié au sujet des villes, mais il y a aussi des projets qui sont liés au développement régional, aussi la focalisation sur la population urbaine. Merci beaucoup. Un grand merci, Michał Kauka, pour cette présentation. Ce que je retiens, c'est que la nouvelle génération engagée est prête à prendre le relais et à s'engager aussi pour contribuer au développement des stratégies polonaises territoriales, polonaises ou plus. Donc, au plaisir de vous croiser dans le monde professionnel très, très bientôt. Désormais, je propose de revenir sur l'expérience française et j'en pense en particulier à l'initiative portée par le ministère français de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en matière d'ingénierie territoriale. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Jérôme Sauvant qui nous a rejoint et dont je vais projeter directement les slides. Jérôme, la parole est à vous et merci de votre participation. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Vous dire en propos liminaire tout le plaisir de l'administration centrale du ministère de la cohésion des territoires, de la transition écologique et de la cohésion des territoires de participer à ce webinaire et de vous partager une de nos expériences, à savoir l'atelier des territoires que je vais vous présenter, et de saluer cette initiative de l'ambassade de France en Pologne avec qui nous avons
au sein du ministère une coopération accrue dont nous nous réjouissons. Voilà pour ces propos d'introduction. Alors, parce que mon temps est compté, je crois que j'ai une quinzaine de minutes, donc je vais faire assez vite pour vous présenter le dispositif de l'atelier des territoires, qui est un dispositif relativement ancien, qui date du début des années 2000 et qui est conduit donc par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et qui s'adresse aux territoires volontaires pour se saisir de ce soutien d'ingénierie que l'État offre à des territoires principalement sous-dotés en ingénierie ou ayant des problèmes à la fois de gouvernance interne. Alors, je vais essayer des problèmes de gouvernance interne ou de conduite de projet liés à des projets un peu sensibles et des situations de complexité et de blocage. C'est donc, comme je l'ai dit, une démarche très souple qui vise à partir des besoins du territoire, de la réalité du territoire, de ses spécificités, des projets que portent les acteurs locaux pour leur aider à agréger les dynamiques en cours et à faire naître une approche globale du projet. Et on n'est pas du tout, ça c'est un peu une spécificité pour l'administration que je représente aujourd'hui, on ne part pas de la règle, de la réglementation, mais on essaye de partir du projet et de voir après comment on fait converger la règle et le projet. On est donc dans une position de l'État qui est nouvelle, en tout cas qui vise à se réaffirmer plus, qui est une position d'accompagnateur, de facilitateur, d'État partenaire, et tout ça dans une démarche, vous l'aurez compris, si vous connaissez un peu l'histoire institutionnelle française, l'État s'étant dessaisi d'un certain nombre de ses compétences au profit des collectivités territoriales avec un large processus de décentralisation, se positionne en partenaire, en relais de ces collectivités pour assurer le portage des politiques publiques et la convergence entre les projets territoriaux et les politiques publiques nationales. Pour ce faire, l'État finance via les ateliers des territoires une équipe pluridisciplinaire conduite toujours par un architecte urbaniste, mais avec un agrégat important de prestataires en fonction des sujets qui sont évoqués pour conduire cette réflexion qui est vraiment basée sur l'immersion, la concertation avec les usagers et la coproduction. Ce n'est pas une étude classique, c'est vraiment dans des temps collectifs que le contenu est produit, avec une mobilisation importante de la représentation spatiale et graphique, justement pour favoriser cette appropriation par les partenaires et c'est aussi un outil de dialogue important. L'enjeu est bien de mettre en débat le projet de territoire et de créer une meilleure synergie entre les élus, les services de l'État et tous les partenaires associés, les différents niveaux de collectivité. On parle souvent en France du millefeuille, mais en tout cas, d'associer les différentes collectivités et aussi, au-delà, d'associer le monde privé, les socio-économiques, les entreprises, les associations et de plus en plus aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la participation citoyenne, donc les habitants notamment. L'objectif de l'atelier des territoires, il est donc d'accompagner les acteurs locaux pour leur aider à construire une vision d'avenir partagée et concertée et de faire naître ainsi un projet de territoire qui concilie les enjeux. Alors oui, par contre, vous pouvez avancer la slide, on a la troisième, si je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, on est plutôt à la troisième slide, mais ce n'est pas très grave. Donc, l'enjeu étant de concilier plutôt les enjeux d'aménagement et de développement territorial avec les autres politiques publiques. Donc, aménagement et eau, aménagement et risque, aménagement et commerce, aménagement et mobilité, aménagement et habitat, dont les sujets sont très importants. Alors, c'est un petit peu au-dessus. Oui, très bien, parfait. Voilà, et donc d'avoir une vision territoriale intégrée, c'est aussi un outil d'innovation territoriale, c'est-à-dire de faire émerger et de promouvoir de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modes d'action sur le territoire, de proposer aussi de nouveaux projets plus adaptés à la fois aux ressources des territoires et aux nouvelles contraintes du territoire, notamment les contraintes
liées à toute la question de la transition, des transitions écologiques et sociales, du changement climatique, pour que le territoire s'arme progressivement face à ces défis et face à l'incertitude que représentent les enjeux de changement climatique. Très clairement, toute la question autour de l'eau est très importante. Avec la sécheresse de l'an dernier, on a tout à fait des questions de dire l'eau, l'incendie, hein, comment on adapte nos modes d'action, nos stratégies de territoire pour mieux protéger ces ressources et lutter avec et anticiper pour éviter les problèmes qu'on a pu connaître l'été dernier qui ont été très, très cristallisants, mais c'est un exemple. L'objet, c'est justement de permettre à chaque territoire de trouver, fort de ses potentialités, de ses capacités, un mode de développement adapté et maîtrisé qui permet de mieux prendre en compte les évolutions liées, comme je viens de le dire, aux transitions écologiques et aussi d'éviter les contraintes, les blocages, de lever les blocages et les contraintes pour permettre l'aboutissement du projet et aussi de tester des innovations et des expérimentations. On a aussi un enjeu important dans ce sujet-là, qui est un enjeu d'aider à la gouvernance, aider à la structuration de la gouvernance des collectivités. Vous savez qu'en France, on a un morcellement très important de communes, on a 36 000 communes qui sont regroupées en intercommunalités. Et donc, la question, c'est d'aider aux gouvernances locales, de structurer à la structuration des intercommunalités, mais aussi au supra-territorial, ce qu'on appelle le supra-communautaire, c'est-à-dire de faire travailler les territoires ensemble à des échelles de bassins de vie plus élargies, éventuellement sur des questions de bassins d'emploi, de bassins versants, si on s'intéresse aux questions de l'eau. Et donc, c'est aussi d'adapter les gouvernances à des échelles et des géographies variables pour les adapter en fonction des projets et éventuellement de leur aider à porter les politiques publiques que nous développons. Je pense notamment aux schémas stratégiques type les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriaux qui ont vocation à définir les projets de territoire, les projets d'urbanisation à une échelle de plusieurs communes, voire plusieurs communautés de communes. Voilà, j'espère que mon intervention est quand même compréhensible pour vous et transmet bien les réalités françaises. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, vous verrez qu'on est principalement sur la carte, implanté sur les territoires peu outillés, donc pas forcément sur les grandes métropoles et plutôt sur les territoires ruraux et dits périphériques. Et donc, vous avez aussi la liste des sujets. Alors, c'est la slide suivante. Je ne sais pas si vous arrivez à la passer. Donc, sur les ateliers, vous avez un peu la liste des thèmes pour vous faire voir ce que l'on a évoqué. Donc, on a évoqué vers les villes patrimoniales. Donc, comment, et ça aussi, c'est un héritage de la politique française, du ministère de la Culture, hein, comment concilier les enjeux aujourd'hui d'aménagement, de rénovation énergétique, de revitalisation de bourgs, avec les enjeux de protection et de conservation du patrimoine. Donc ça, c'est une session qu'on a fait en 2017. On avait fait aussi en 2017 une session sur l'eau, comment prendre en compte l'eau dans l'aménagement, donc protéger la qualité de la ressource en eau, éviter les pollutions. Donc là, c'était surtout des enjeux croisement entre les politiques agricoles, les politiques de gestion de l'eau, de gestion de l'urbanisation pour éviter la déperdition et la rationalisation des réseaux. On a aussi fait une question, alors sujet français très important, sur les questions un peu de gestion du périurbain, mieux vivre ensemble dans le périurbain, qui étaient plutôt des enjeux de cohésion sociale et comment ces territoires très soumis à la dépendance de la voiture, à l'absence de mobilité, qui sont un peu parés de tous les maux sur les questions d'étalement urbain, comment on repense ces espaces qui sont à la première mutation, puisque la première génération qui a occupé ces espaces, il y a un renouvellement démographique lié à l'âge, et donc comment on re-questionne le devenir de ces espaces pour éviter que demain ce soit des friches périurbaines, des friches d'habitat, et comment on repense
et comment on rééquipe peut-être ces territoires pour leur donner plus de mixité, d'activité et sociale. On a fait une session aussi, là aussi, sur les paysages, pareil, hein, héritage de la loi paysage. On a fait des sessions sur la question littorale. Vous savez que la France est très concernée par la question du risque de submersion marine et de retrait du trait de côte. Donc, on a fait toute une session comme ça. Et puis, on a des sessions sur l'activité économique, concilier l'aménagement et l'activité économique. Session aussi sur les politiques de montagne, les mutations de nos activités de montagne, notamment dans les petites saisons, dans les petites stations de montagne, comment on adapte le modèle économique et l'offre touristique de ces montagnes-là. Actuellement, on a une session sur le tourisme très général pour essayer de faire évoluer les modèles touristiques sur des pratiques plus durables. Une question sur les sols, sur comment on protège les sols et comment on essaye de maintenir les ressources et les qualités des sols dans les processus d'aménagement et comment on prend en compte cette question-là, à la fois pour des enjeux agricoles, mais aussi de biodiversité et en fait de lutte contre l'étalement urbain. Et puis, on va lancer une nouvelle session liée aux enjeux de réindustrialisation, de voir comment on prend en compte, ça c'est la consultation qui est en cours, comment on prend en compte les enjeux de réindustrialisation dans le cadre de l'aménagement. Fort de leur succès, les ateliers des territoires se sont diversifiés. Il y a 3 types aujourd'hui d'ateliers des territoires. Il y a un atelier dit de session nationale, où là, c'est le ministère qui définit une thématique. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter à l'instant, notamment la thématique qu'on est en train de lancer sur les territoires productifs. Et on fait un appel à projet qui est relancé auprès de nos collectivités et auprès de nos services déconcentrés, puisque en France, l'administration de l'État a un niveau ministériel, au niveau central, mais on a 3 niveaux, en fait, le niveau national, le niveau central, un niveau régional, on a 11 régions métropolitaines, et puis un niveau départemental, on a une centaine de départements en France, et on a des services dans chacun de ces niveaux géographiques. Donc, on lance un appel à projet auprès à la fois de nos services déconcentrés et de nos territoires pour sélectionner les territoires qui, après, bénéficieront du soutien de l'équipe pluridisciplinaire pendant à peu près 1 an, avec 3 grands temps d'atelier. Un temps d'atelier qui est un premier temps lié à la découverte du territoire, l'arpentage, un deuxième temps plutôt sur l'émergence des enjeux, des problématiques, et le 3e temps, la conception de la feuille de route, le projet. Et puis, on a 2 autres, alors c'est toujours la diapo précédente, mais voilà, on a 2 autres modalités qui sont des modalités dites à la carte, où là, c'est le territoire lui-même qui nous propose la thématique et on accompagne les territoires, on retient les territoires en fonction de la problématique qu'ils nous ont reportée. Et là, on a 2 modalités, une modalité longue sur le même schéma que j'ai dit, 1 an, 3 ateliers, et une modalité très courte qui là est plutôt une modalité d'impulsion, d'aide à la décision momentanée qui se déroule sur 3-4 mois avec un temps d'atelier de 2-3 jours sur le territoire, où là, on est plutôt dans le concours d'idées. On essaye d'aider le territoire à se structurer, à faire naître des idées et un programme, et le but étant après de poursuivre la dynamique, mais de leur aider à avoir une perspective d'idées. On peut peut-être passer à la diapo suivante sur l'organisation. En fait, comme je le disais, l'atelier est très partenarial, c'est le cœur de l'atelier, et l'enjeu, c'est bien d'avoir un réseau d'acteurs avec des cercles concentriques très importants. Et donc, on a un portage qui est toujours assuré par nos services déconcentrés. En fait, l'État central met à disposition des cabinets et des moyens financiers, des cabinets d'études, des prestataires. Mais c'est nos services déconcentrés qui portent les marchés et qui sont les principaux acteurs sur le territoire, en association importante entre le service déconcentré de l'État et la collectivité territoriale qui a elle-même candidaté. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est ce noyau État-collectivité avec l'appui du prestataire qui a été désigné par l'administration centrale. Et l'enjeu, c'est bien d'associer le plus largement possible le système d'acteurs alors aux autres niveaux de collectivité, départements, régions, les services techniques, les agences d'urbanisme, les conseils de l'architecture et
et du paysage. Donc voilà, on essaye d'élargir, mais aussi les socioprofessionnels, notamment les chambres consulaires, la chambre des métiers, la chambre de l'industrie, la chambre de l'agriculture, mais aussi les associations, les différentes associations qui peuvent exister. L'enjeu, c'est bien d'avoir cette association la plus élargie, parce que comme c'est dans les temps d'atelier que se construit la stratégie, c'est important que cette co-construction, elle est basée sur une participation active des acteurs du terrain pour justement mettre en avant les projets et les dynamiques de territoire. On peut peut-être passer à la prochaine diapo. Et dans justement cette association élargie, on renforce la question de la participation citoyenne et habitante. L'objectif étant triple, d'enrichir le projet territorial pour que le projet territorial soit aussi basé sur l'expertise d'usage des habitants, hein, sur en fait leur réalité de vie concrète et comment ils s'approprient le projet. Une vision plus démocratique aussi, c'est-à-dire de responsabiliser le citoyen dans le projet public et le rendre acteur de la prise de décision. Et puis faciliter la mise en œuvre, notamment on considère que quand il y a une meilleure participation, une meilleure association en amont, eh bien c'est plus facile, ça a une appropriation renforcée, le projet est légitimé parce qu'il a été ajusté, co-construit, et ça évite les recours, notamment les recours juridiques et les difficultés liées à l'opposition qu'il peut y avoir à leur mise en œuvre. Et les débats récents en France, vous avez peut-être suivi l'actualité de grands projets d'aménagement qui ont été retirés ou qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il y avait une hostilité trop importante des populations et des acteurs socio-économiques ou des acteurs associatifs. Donc l'enjeu, c'est d'éviter un peu à la fois le recours juridique qui est de plus en plus fort en France et les situations de blocage parfois violents qu'on peut avoir sur certains projets. Donc voilà, on a des actions et des modes d'intervention qui sont très participatives et qui visent à vraiment associer à la fois des compétences très spécifiques, hein, avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des agents de concertation, voilà, et aussi d'assurer une mobilisation des compétences au cas par cas en fonction des besoins. Si besoin, un expert mobilité, un expert agricole, un expert foncier. On va chercher les besoins en fonction des territoires. Voilà, je ne sais pas trop comment… on peut continuer la présentation après plus en détail sur le contenu de l'atelier. Sinon, je ne sais pas combien j'ai de temps exactement encore. Sinon, on peut s'arrêter là sur la présentation générale. Et dans le diaporama, vous aurez des compléments d'informations sur l'organisation technique. Je ne sais pas trop comment vous voulez procéder. Merci beaucoup, Jérôme Sauvant. Est-ce que peut-être en quelques minutes, une étude de cas ou quelques expliquer… exemples. Oui, voilà, exactement. Vous voulez que je peut-être une diapo d'illustration ou… Alors, une diapo d'illustration, vous en avez quelques-unes à la fin. Peut-être vous pourriez aller à celle sur le réinventer rural. Alors, je ne sais plus là combien c'est. Mais sinon, je vais présenter à l'oral. Vous avez plusieurs exemples dans le petit livret. En fait, si on prend quelques exemples qui ont été faits récemment, on a eu par exemple un atelier important sur la question de la plateforme aéroportuaire de Toulouse. Alors, il n'est pas, je crois, dans le document que je vous ai présenté, mais en gros, c'était de voir comment on conciliait les enjeux d'extension de la plateforme aéroportuaire et les impacts qu'avait cette plateforme aéroportuaire en lien d'urbanisme, de développement de services, de croissance de la ville de Toulouse. Donc, il y a eu ce volet-là. On a deux exemples un peu similaires sur des questions de création d'autoroutes ou d'infrastructures routières, c'est-à-dire alors on ne s'intéresse pas à l'infrastructure en elle-même, mais les impacts de l'infrastructure de l'autoroute sur la question de l'extension urbaine, comment on rationalise l'extension urbaine, comment on profite de l'autoroute pour conforter et faire des renvois sur le territoire, pour conforter les bourgs et l'existant. Et puis, on a eu aussi un peu le même sujet sur la réouverture d'une ligne ferroviaire de Colmar à Fribourg. Donc là, comment on gère les gares, le repli sur les gares et comment les villages ou les villes
qui ont les gares, on leur donne les moyens d'anticiper les nouvelles activités. Après, on a eu des projets de revitalisation de bourgs sur des communes rurales, en Ardèche par exemple, sur comment on conforte le centre-ville pour redonner de la dynamique commerciale. Voilà, quelques autres exemples. On a un atelier qui va partir sur les coopérations territoriales, justement, qui est assez intéressant. En fait, avec les intercommunalités qui ont grossi au fur et à mesure, la question, c'est de repositionner la gouvernance des intercommunalités, de voir comment les nouvelles intercommunalités qui ont déjà pris elles-mêmes beaucoup plus d'ampleur travaillent ensemble et éventuellement se fédèrent à l'échelle du pays d'Agen pour aller négocier avec les grandes métropoles voisines que sont Bordeaux, Toulouse, et éventuellement avoir des contrats dits de réciprocité où les métropoles et les espaces de villes moyennes contractualisent ensemble pour des sujets. Ensuite, on a eu, j'ai expliqué une station sur des exemples aussi sur les stations de montagne, donc comment on sort du tourisme hivernal pour élargir les ailes de saison, développer du tourisme hors saison, des nouvelles pratiques autour de la neige, sans forcément être sur la neige de culture, très consommatrice en eau et les remontées mécaniques, donc valoriser de nouvelles pratiques. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais après, on peut vous donner, si besoin, on a des petits livrets de capitalisation, on a un site internet, on peut vous transmettre aussi la plaquette, mais elle est en français, qui vous permettra de voir ça. Sur le site internet Atelier des territoires, on a des petits films qui présentent aussi la démarche. Donc, on peut éventuellement vous faire parvenir ça pour que vous puissiez le diffuser aux participants de ce webinaire. Voilà. Un grand merci, Jérôme Sauvant, pour cette présentation de l'initiative Atelier des territoires qui est portée par le ministère français de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est une très belle illustration et très complémentaire à ce qu'a présenté en début de session la région et qui montre à quel point on s'engage finalement collectivement, État, région et collectivités, pour la montée en compétences en matière d'ingénierie et de consolidation des gouvernances à l'échelon local pour construire des stratégies de territoire durable. Très bien. Merci de votre écoute et puis à votre disposition si vous voulez des renseignements et des documents complémentaires, on peut vous les faire passer sans problème. On peut organiser des présentations plus spécifiques aussi si besoin. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. Je vais désormais faire un tour d'horizon des questions qui nous sont parvenues, que ce soit via le chat ou via les questions-réponses, et j'en ai plusieurs qui s'adressent à plusieurs d'entre vous, du coup ça tombe très bien. Peut-être juste avant de prendre les questions qui sont insérées dans le questions-réponses, j'aurais souhaité interroger la région et plus particulièrement du coup Aurore Saurin, qui a évoqué le fait que la région Hauts-de-France soit identifiée par l'Union européenne comme une région en transition. Et à ce titre, j'aurais souhaité vous interroger sur l'état des réflexions qui sont menées au niveau du comité des régions, peut-être sur ces sujets de transition et de prospective. Est-ce que c'est un sujet qui est aujourd'hui pris en main et questionné par les régions au niveau européen? Oui, alors effectivement, on a été contacté par le comité des régions à Bruxelles parce qu'ils cherchent, semble-t-il, à développer davantage la prospective dans les territoires, à appuyer ces démarches et puis à diffuser les bonnes pratiques. Et donc, il y a un benchmark qui a été fait par eux et on a été consulté dans ce cadre-là. On a présenté déjà nos démarches prospectives de façon plus globale que ce qui a été présenté ce matin en mars à leur réseau et du coup nous ont recontacté pour participer à
à la Semaine européenne des villes et des régions qui se tiendra en octobre. Et effectivement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était vraiment pour eux un sujet important à développer et à appuyer au niveau des régions européennes, en s'appuyant sur l'expertise des régions ou des pays qui avaient développé ces démarches. Ils nous ont parlé aussi de l'Estonie, de l'Italie, de l'Espagne. Et donc, ça sera intéressant de voir comment ça va se structurer un peu effectivement au niveau de l'Union européenne, ces questions-là. Merci beaucoup. Une autre question qui nous est parvenue, qui porte cette fois-ci sur l'usage de la prospective et en particulier sur les sujets, d'une part, de la gestion des espaces verts et d'autre part sur la gestion des déchets. Est-ce que vous avez des illustrations d'expérience d'usage de réflexion de prospective justement sur l'évolution des espaces verts, espaces plantés, l'évolution en matière de sélection de type de plantation à prendre en compte dans le cadre du changement climatique justement. Est-ce que c'est des sujets que vous avez évoqués dans vos travaux respectifs? Je peux répondre pour la région. Nous, effectivement, la question de la nature en ville est un sujet qui revient fréquemment. On est sur des espaces urbains très, très minéralisés dans la région Hauts-de-France et on a une forte attente de la population pour davantage de nature en ville. Une attente qui s'est encore plus développée après les confinements suite à la pandémie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient énormément dans le cadre de la prospective sur les centres-villes. Donc une attente de la population, un phénomène qui favorise la santé mentale des habitants, mais aussi une vigilance à porter sur la question, nous, des allergies qui sont très très fortes et qui ne vont faire que croître avec le changement climatique. Donc, mais on se heurte en France, en tout cas, dans la région, on a une difficulté qui est la cohabitation, la conciliation des enjeux patrimoniaux et de l'implantation de la nature en ville, puisqu'on est sur des patrimoines anciens pour lesquels, en fait, on doit demander des autorisations aux architectes des monuments historiques. Et c'est pas forcément toujours facile c'est pas forcément, il y a souvent des conflits de perception entre d'un côté le souhait et la nécessité d'avoir une nature en ville, notamment pour rafraîchir les villes dans les périodes de canicule, et de l'autre des attentes patrimoniales qui sont plutôt sur de la minéralité. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être du côté de l'Institut de développement des villes et des régions, vous avez mené des réflexions sur ce sujet? Ou peut-être du... Bon, merci. Donc, en ce qui concerne la provision, en ce qui concerne des terrains naturels de la nature, c'est un sujet très important. Il me semble qu'en particulier, c'est important de se pencher sur comment les conditions changent. En outre, dans les contextes, quelle nature nous voulons implémenter dans les villes, nous devons observer comment les climats changent. Maintenant, une partie de la végétation qui a été à un certain moment OK pour nos conditions géographiques ne sont plus bonnes, donc ce n'est pas résistant au changement climatique. Donc, pendant nos travaux de conseil du développement des pays, nous avons consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts concernant pour des sujets de l'environnement, parce que un des consortiums qui participe à ce projet, c'est l'Institut de la protection de l'environnement, qui est responsable de toute la gamme thématique liée à la nature et le climat. Entre autres, si vous êtes intéressé, je vous invite à
visiter les sites de notre projet KRK 2050.pl parce qu'il y a 4 rapports qui sont disponibles sur des tendances globales ici en Pologne, dont 2 rapports concernent le changement climatique. Donc, c'est un exemple où, en planifiant notre développement urbain, nous prenons en compte ces conditions de l'environnement et comment elles changent. Merci beaucoup. Et je peux témoigner effectivement qu'au niveau français, nous avons aussi le centre d'expertise sur les risques, la mobilité, l'aménagement du territoire, le CEREMA, qui a réalisé un certain nombre de publications qui concernent justement la nature en ville et le choix des espèces dès lors que l'on se projette à plus long terme avec un changement climatique beaucoup plus important. Je peux également signaler des travaux de recherche en cours, notamment avec des chercheurs français sur l'impact des types d'essence choisis sur la pollution de l'air, dès lors qu'on la croise avec les conséquences des particules fines et du changement climatique. Et je pense que tous ces travaux concourent justement à donner des éléments de réponse sur quelles sont les meilleures options en matière de nature en ville et d'options en matière d'essence pour renaturer nos villes à un horizon +2, +4 degrés. L'autre question qui nous a été posée concerne la gestion des déchets. J'aurais voulu savoir si dans les différents travaux qui ont été menés, que ce soit en France ou en Pologne par nos panélistes aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel vous avez plus particulièrement concentré vos réflexions en matière de gestion, tri des déchets pour les populations. Est-ce que c'est un sujet qui se prête finalement au sujet de la prospective? Et je vais tenter de solliciter directement peut-être Krzysztof Koman? Qui a probablement des problèmes de ah oui, merci. Jestem. Ja tutaj starałem się udzielić odpowiedzi na czacie. Je voulais répondre sur le chat. C'est une question qui est générale, mais également c'est une question très détaillée. Mais dans un contexte d'une ville, nous avons travaillé dans le contexte d'une seule localité. Foresight, la prospective, c'est un débat sur une perspective de long terme. Et nous ne nous concentrons pas sur sur des questions très concrètes, telles que par exemple un seul quartier d'une ville, mais par exemple un seul domaine du fonctionnement de la ville. Donc, par exemple, si on parle de climat, pour les habitants, la gestion des déchets, l'éducation écologique sont importants. Nous pouvons créer un scénario comment nous voulons, par exemple, former par exemple la politique concernant la gestion des déchets. Mais ce n'est pas Foresight, la prospective n'est pas une méthode que nous pouvons utiliser pour répondre à ces questions. Mais concernant la gestion des déchets, l'outil principal du changement de la situation actuelle dans différentes villes polonaises et petites communes, même à la campagne. Donc, le taux qui ne satisfait pas de sélection de tri des déchets, c'est l'éducation écologique. L'éducation écologique demande du temps
c'est très important. Il faut prévoir des moyens et également de travail au niveau des établissements pédagogiques et des écoles pour préparer d'autres institutions pour l'éducation de la société. Parce que nous devons également prévoir des règlements et des outils qui pourront servir après les communes et les villes. C'est une question très importante, mais ce n'est pas une question qui ne fait pas partie du développement stratégique et de la politique. Ce n'est pas une question qu'on peut prendre à la légère, mais du point de vue de la ville, ce n'est pas la question fondamentale. Merci pour ces éléments de réponse. Bien. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose sur cette question peut-être? Sinon, pour clôturer, j'aurais souhaité vous poser une dernière question et vous demander à chacun, est-ce que vous estimez que les projections de long terme et les outils prospectifs sont accessibles à tous, à toutes les communes et quels sont les préalables? Est-ce qu'en 2 mots ou en 2 phrases chacun, vous pourriez nous donner votre point de vue sur ce sujet? Michał Stokowski, je vais faire dans l'ordre. Bardzo dziękuję za to pytanie. Merci pour cette question. Parce qu'elle est vraiment cible mon centre d'intérêt de ma thèse que je prépare. Comment on utilise la prospective, à quel point on utilise la prospective dans les villes polonaises. Et sincèrement parlant, je suis très content que cette approche de prospective urbaine se développe et qui a un potentiel important à utiliser dans les villes polonaises. Est-ce qu'il est accessible? Je pense qu'en ce moment, nous avons un énorme savoir qu'on peut utiliser. Donc, je pense que si quelqu'un est intéressé à faire une approche de prospective dans sa ville, dans sa commune, il peut, parce qu'en Pologne, nous avons les villes et également des villes, des communautés rurales. Donc, chaque personne intéressée peut le faire. Nous avons également des sociétés de conseil en Pologne qui réalisent ce genre de projet. Donc, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Une telle approche, on peut réaliser aussi également avec des experts. Il y a des experts dans le monde universitaire qu'on peut demander. Donc, je pense que nous n'avons pas une expérience comme en France, d'utiliser des méthodes en France comme on le fait en France, mais je pense que en Pologne, si quelqu'un est intéressé, qui veut réaliser sa politique de développement, préparer sa politique de développement, ce n'est pas difficile. Merci beaucoup. Krzysztof Koman, une réaction? Ja zgodzę się z moim przedmówcą. Je partage l'avis de mon prédécesseur. Je voudrais encore remarquer une chose, ce n'est pas seulement dans la région de planification stratégique. Ce ne sont pas des choses banales, c'est des choses qu'il faut, où il faut une imagination, mais également un certain savoir d'interpréter des analyses, des données. Dans beaucoup de villes en Pologne, dans des collectivités, et
et parmi les collaborateurs des maires des villes et communes polonaises manquent parfois le savoir. Et moi, je pense que l'éducation, c'est la chose la plus importante. La vulgarisation du savoir, et il faut dire qu'ils ne peuvent pas, tous ces gens responsables des communes et villes ne peuvent pas avoir peur de collaborer avec les habitants, de les écouter pour voir comment on peut organiser l'avenir des villes et des communes. On ne peut pas avoir peur des habitants, de la vie des habitants. Il faut s'ouvrir à la voix, à l'opinion de la société civique et des habitants. Si nous laissons parler les habitants, et nous allons voir que nous jouons du même côté, nous sommes tous du même côté. Et également, je pense qu'en ce qui concerne les autorités régionales, je pense qu'on peut également convaincre qu'il faut travailler ensemble. Les collectivités locales en Pologne, on dispose de beaucoup de données. Il faut savoir en profiter, l'utiliser et s'adresser aux habitants. Un grand merci, Krzysztof. Je pense qu'Aurore Sorin sera tout à fait d'accord, mais peut-être que vous auriez des éléments complémentaires à apporter. Accessible à tous. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de ressources ou d'expériences ou d'expertise qui existent, en tout cas nous, en francophone ou en anglophone. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de tout refaire à chaque fois. On peut réutiliser aussi des projets qui ont déjà été utilisés ou produits dans un autre contexte en reprenant juste ce qui nous intéresse. Donc avec un accompagnement quand même, effectivement. Et nous, c'est ce à quoi on travaille beaucoup, à accompagner les territoires pour qu'ils se saisissent de ces enjeux-là sur du coup les 3 chantiers prospectifs qu'on mène, hein, pas seulement sur les centres-villes, mais aussi sur l'industrie et puis sur le littoral. Merci beaucoup. Et enfin, Michał Kauka, qui est présent avec nous, accessible à tous. Tak, ja ze swojej perspektywy tak samo. De mon point de vue, je voudrais, je tout à fait partage l'avis des prédécesseurs. Je pense que l'approche de prospective est très logique du point de vue des autorités locales. Et il faut absolument en profiter parce qu'elle est bien plus effective et efficace, parce que nous pouvons également utiliser le savoir, la connaissance des habitants, et donc les inviter à ouvrir un débat public, c'est très important. Nous ne sommes pas obligés de réfléchir sur les besoins, les attentes des habitants, mais les connaître directement, les entendre. Et comme on a dit tout à l'heure, bien évidemment, la prospective urbaine demande l'utilisation des outils, une préparation et également une formation, mais certains sont une approche de qualité qui est tout à fait simple, on peut dire. Donc, parfois, c'est donc des ateliers, parfois, c'est la coopération collaboration avec les experts. C'est plus la question de volonté que le besoin d'une approche technique. Je pense que Foresight est tout à fait accessible. Foresight, la prospective est tout à fait accessible pour les collectivités locales, mais les collectivités locales doivent avoir envie, volonté s'en servir. Merci. Un grand merci, Michał Kauka. Un grand merci à tous nos panélistes de cet atelier. Je rappelle que c'était notre 4e atelier dans le cadre du projet Ecomiasto et que les prochains ateliers qui sont prévus se passeront à compter de septembre 2023. Vous y êtes bien entendu cordialement invités. Le mot de la fin,
pour vous rappeler à quel point on est convaincu, ambassade de France en Pologne et UNEPRI de Warszawa, de l'importance de poursuivre les échanges de bonnes pratiques, les échanges sur nos expériences respectives en matière de ville durable pour bâtir de territoires de demain qui soient plus vivables et plus résilients et agréables à tous. Je souhaite à tous une très bonne après-midi et serais ravie de rester en contact avec vous dans le cadre de notre projet Ecomiasto, ateliers, conférences et concours. Vous êtes cordialement invités à nous suivre au sein de notre activité. À très bientôt et merci de votre participation à tous. Merci à vous.